Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Bientôt les fêtes et c'est l'épisode 62. Bonjour à toi, chère auditrice, chère auditeur, et merci de passer ce moment en notre compagnie. C'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous allons donc continuer dans cet épisode avec la série qu'on a commencé il y a 2 épisodes en parlant des gens qui ont des allergies, des restrictions alimentaires et les complications que ça peut entraîner lorsqu'on fait des repas à plusieurs dans lesquels on a des personnes qui sont considérés dans le cas et qui ont du mal à, du coup, contenter tout le monde. Donc, tu avais commencé, Guy, la semaine dernière, en tout cas l'épisode précédent, avec les entrées, comment arriver à accommoder des entrées qui pourraient satisfaire plusieurs exigences à la fois, sans vraiment faire de concessions sur le goût, sur le côté festif de la chose. Et donc, aujourd'hui, on va continuer avec les plats principaux. Mais avant de commencer, je voulais juste faire un petit coucou aux gens qui nous ont rejoints sur Facebook. Et il y en a pas mal qui sont venus nous liker notre page. Et je leur dis bienvenue, merci d'écouter le podcast. Ceux qui viennent nous voir sur le site parlercuisine.com verront qu'il y a des petits changements qui sont en cours d'implémentation. J'ai rajouté une page ressources. Alors, on a parlé de beaucoup de produits, on a parlé de beaucoup de recommandations. J'ai eu des commentaires avec des gens qui posaient des questions sur des produits bien précis. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, envoyez un email. Parce que l'email, là, je peux le transmettre directement à Guy. Et Guy va pouvoir répondre parce qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux et dans les choses comme ça. Guy est une personne très occupée qui n'a pas le temps à perdre sur les réseaux sociaux. Donc, le message sur Facebook, c'est moi qui le vois. Et après, j'en parle à Guy la prochaine fois qu'on en a l'occasion. Et puis, si la question arrive par email, je peux lui forwarder directement. Et lui, il la reçoit sur sa boîte email. Il pourra traiter votre question si elle peut se traiter rapidement. Le plus rapidement possible, voilà. Alors, il y a une page ressources sur laquelle j'ai mis des liens vers des produits qu'on a recommandés, vers des livres qu'on recommande. Je vais continuer à rajouter, je vais repasser en revue tous les épisodes qu'on a eus depuis le début et mettre dessus les liens des produits qu'on a recommandés. C'est quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois en disant, est-ce que tu aurais une page où on pourrait retrouver tous les produits que tu recommandes, les ustensiles, les choses comme ça. Donc, si vous voulez faire vos achats de Noël, pensez à passer par un des liens qui est présent sur cette page parce que ce sont tous des liens affiliés. Si vous faites vos achats en passant par ce lien-là, vous payerez le même prix que si vous allez directement sur le site qui vend ces produits-là. Si vous passez par notre lien, en fait, il nous paye une petite commission. Voilà. Donc, c'est une façon pour vous, sans débourser 1 centime de plus, de soutenir notre podcast. Et puis, j'ai aussi fait un lien vers notre page Tipeee, si vous voulez directement nous soutenir. À partir d'€1, vous pouvez devenir coproducteur et afficher votre soutien et nous aider à faire que ce podcast perdure dans le temps. Voilà, ça c'était... Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Puis allez voir un petit peu tous les niveaux qu'on a créés. On a été assez créatifs là-dessus sur les niveaux de générosité que vous pouvez nous afficher. Ça commence à €1. Beaucoup de podcasts proposent Patreon ou Tipeee. Moi, j'ai été sur Tipeee. Et puis, il y a aussi un lien pour nous offrir un verre directement en payant par PayPal. Un petit café, €1,50. Mais si vous nous offrez ça, on le boira à votre santé. Nous n'y manquerons pas. Voilà. Donc, c'est bientôt les fêtes. N'oubliez pas vos achats de Noël, vos cadeaux de Noël et surtout vos réveillons. Alors, les réveillons, quand ils se passent avec quelqu'un qu'on sait qu'il a des restrictions alimentaires dont on a parlé dans l'épisode 60, ce sont des allergies ou c'est parfois la culture et les coutumes de ses pays d'origine, ou alors tout simplement parce qu'il a décidé de changer de style de vie. Ces gens-là, parfois, peuvent être un peu embêtants quand on les invite, parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils ne peuvent pas manger, et on se retrouve parfois un peu dépourvu. Alors... on va essayer de résoudre tout cela. Voilà, donc on vous avait promis. La dernière fois, on a donné quand même quelques recettes avec leurs variantes, et Guy, c'est un homme à recettes qui... Et avec des variantes. Oui, voilà. C'est surtout ça. Tu peux nous déplier une recette en 1000 combinaisons possibles. Ici, j'ai de nouveau fait la même chose et je peux vous dire que avec ce que je vais vous proposer, vous pouvez décliner ce que je vais vous expliquer en 50, 60 ou 100 recettes puisque
de nouveau, on va travailler par couche. Alors, j'ai également tenu compte dans les propositions que je vais vous faire. Je ne vais pas vous donner une recette en particulier, je vais vous donner, je dirais à la fois des techniques et des combinaisons. J'ai également tenu compte du fait que le repas de réveillon est un repas où malheureusement la mère de famille, l'hôtesse généralement, est toujours occupée au fourneau. Et finalement, c'est la fête pour beaucoup de monde, sauf pour elle qui est tout le temps en cuisine. C'est pour ça que j'aime pas passer Noël dans ma famille. Voilà. Alors, aussi bien pour l'entrée froide dont je vous ai parlé la semaine passée ou lors de notre dernier entretien, ici, j'ai de nouveau préparé quelque chose qui est une revisite d'un grand plat traditionnel de la cuisine française, qui est en fait le hachis parmentier. Mais je tiens à rassurer tout le monde, autant le hachis parmentier est un plat, je vais dire, qui est très populaire, hein, oui. mais qui est... Tu sais comment on appelle ça à Bruxelles? Basique, non, mais je vais le savoir tout de suite. On appelle ça le pâté chinois. Le pâté chinois. Bon, ici, je vais vous montrer qu'il suffit de changer les produits pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus raffiné, beaucoup plus noble et qui puisse de toute façon s'adapter au réveillon. Alors évidemment, je n'ai pas choisi non plus de vous prendre, disons, de belles recettes avec de grandes présentations. Pourquoi ? Ben parce que à cette époque-ci de l'année, vous vous rendez dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quelle, je dirais, gare, vous trouverez au rayon des revues des dizaines, et je dis bien des dizaines de revues dans toutes les langues, en français, en anglais, en néerlandais, en italien, avec des couvertures les plus jolies les unes que les autres, les plus chatoyantes, les plus brillantes, des photos, et vous trouverez des dizaines de recettes qui sentent bon comme ça les fêtes de fin d'année. Je n'allais pas prendre des recettes de ce genre-là parce qu'en plus, à la radio, il est très difficile de les expliquer. Donc ici, je vais... Ici. Ben oui, c'est un podcast. Mais quand je dis à la radio, je vais dire de manière orale. Hein. Ah ouais. Donc il est évident que ça ne servait à rien de vous prendre de très belles recettes et de vous dire voilà, on fait comme ceci, on fait comme cela. Et vous présentez comme si, vous présentez comme ça. Donc moi ici j'ai plutôt prévu des variantes d'un plat façon hachis parmentier, donc un plat que l'on peut réchauffer au four, que l'on peut évidemment préparer à l'avance, et pour donner un petit peu plus de noblesse à ce plat, bon d'abord il y aura le choix des produits, ça c'est une chose, mais vous pouvez également travailler en cassolette individuelle. Donc au lieu de faire un grand plat, ce qui peut parfois être très convivial, je ne le nie pas, mais plutôt que de travailler qu'un tout grand plat, vous pouvez également travailler avec des plats individuels qu'il suffit tout simplement de repasser au four et de réchauffer, plat que vous aurez réalisé la veille ou le matin du jour où vous recevez. Donc, l'idée, c'est de faire 3 couches. Alors, c'est de faire 3 couches avec une couche, bien sûr, de viande. Et nous reparlerons par la suite des substituts de la viande pour ceux qui ne souhaitent pas en manger. Donc, une couche de viande en sauce, une couche d'un légume en purée qui soit ou non, je dirais, à base de pommes de terre, mais ça, je vais vous donner toutes les possibilités. Et puis, une autre couche qui soit une couche de légumes, soit des légumes variés, en les laissant eux-mêmes entiers, en morceaux, ou éventuellement en purée. Alors, je vais vous citer un petit peu en vrac, et puis j'expliquerai pour chacun des produits ce qu'on peut faire. Hein. Alors, au niveau des légumes, qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Vous pouvez avoir toute une série de champignons des bois sautés. Hein, ça, c'est déjà une chose. On est en pleine saison comme ça en hiver, je dirais des champignons. Vous pouvez avoir les plus simples, les plus parfumés, je dirais les mélanges les plus complexes. Je rappelle, champignons sautés, une fois que les champignons ont été nettoyés, on les coupe, on prévoit un petit peu d'échalote, éventuellement un peu d'ail si on aime, éventuellement même un tout petit peu de persil. On fait sauter les champignons très rapidement à la matière grasse, on ne les surcuit pas, hein, ça ne sert à rien, et on les fait sauter par petites quantités pour éviter qu'ils ne rejettent de l'eau. Alors, il y a des champignons, c'est une chose, hein, donc je peux citer comme ça quelques variétés. Il y a les cèpes, les chanterelles, les girolles, les morilles, les pleurotes, les lentins, tous ces champignons-là. Alors, vous pouvez également travailler avec de la duxelle de champignons. La duxelle de champignons, qu'est-ce que c'est ? C'est un hachis de champignons. On peut travailler avec des champignons blancs, des champignons bruns, des champignons plus nobles comme les cèpes éventuellement. Ce sont des champignons hachés que l'on fait revenir avec de l'échalote, on mouille avec un tout petit peu de vin blanc et on les cuire jusqu'à ce que le mélange devienne une espèce de compoté de champignons hachés et qui peut servir évidemment de légumes de base pour ce qui nous préoccupe. Mais tu avais déjà donné j'ai déjà recette, donné la hein, recette dans une autre l'épisode émission. 14.
bien entendu. Alors, vous avez également comme légumes des légumes racines. Alors, j'ai acheté des légumes racines aujourd'hui. C'est un légume qui revient, enfin, ce sont des légumes qui reviennent beaucoup à la mode. Vous avez évidemment maintenant toutes les variétés de carottes possibles et imaginables de toutes les couleurs, des jaunes, des oranges, des rouges, des violettes, des noirs. Mais vous avez également toute une série de bulbes qui étaient un petit peu à la mode encore jusqu'à, je dirais, la dernière guerre mondiale, qui sont les fameux rutabagas. Mais vous avez également les topinambours, vous avez le persil tubéreux, le cerfeuil tubéreux, pour ne citer que les principaux. J'ai également acheté des crônes du Japon aujourd'hui. Je pourrais vous faire une photo et vous mettre ça sur Internet. Mais enfin, vous savez tous ce que sont les légumes racines. On oublie aussi le panais qui revient très fortement à la mode. Alors, vous pouvez évidemment faire une poêlée de ces légumes-là. Ce serait également une couche de légumes possible. On les poêle entiers? Alors, comment fait-on pour les poêler? Ça dépend un petit peu. Par exemple, dans le cas des carottes, j'ai acheté des mini-carottes aujourd'hui de plusieurs couleurs. On les laisse entières tellement elles sont petites, elles sont à peine plus grandes qu'un petit doigt. Maintenant, quand vous avez du panais, évidemment, vous devez l'éplucher, vous devez le couper en tranches. Alors, comment fait-on pour faire des légumes sautés? On épluche bien entendu le légume, on les mince en tranches d'à peu près 1 centimètre. On fait toujours blanchir, donc on procède à une cuisson à l'eau salée. On égoutte et puis on repasse tous ces légumes-là à la matière grasse. Et puis on en fera une couche, bien sûr, dans notre montage, dont je vous parlerai. Et puis il y a encore un autre légume qui est très très fortement d'actualité, qui est non pas à la mode, mais qui est en tout cas, disons, de saison. Ce sont les choux. Les choux sont vraiment des légumes d'hiver. Et là, un beau cœur de chou frisé ou de chou blanc le chou de Bruxelles, qu'on a blanchi. Chou de Bruxelles aussi, mais disons qu'on peut reprendre aussi le chou vert standard, le chou vert habituel, qu'on va bien sûr ébouillanter, qu'on va cuire, pour éviter que le chou n'ait un goût trop prononcé. C'est souvent ce qu'on lui reproche d'ailleurs. On peut le blanchir 2 fois. Donc on blanchit une première fois avec une première eau qu'on va jeter, et on fait rebouillir de l'eau et on reblanchit une 2e fois. Alors ce chou, on l'émince finement, et de nouveau, on le fait tomber au beurre pour avoir un produit qui soit cuit, qui soit goûteux. On peut ajouter un petit peu d'ail, parce que le chou et l'ail s'accommodent très bien ensemble. Alors là, ici, je n'ai parlé évidemment que des légumes que l'on va, disons, garder avec leur aspect de légumes. Maintenant, vous avez toutes les purées. Et là, j'en ai quand même fait toute une liste. Vous avez évidemment la purée de pommes de terre, nature, mais qui peut se décliner, j'en reparlerai après. Vous avez la purée de céleri rave. Vous avez la purée de marron. Vous avez la purée de carottes, la purée de panais, la purée de patates douces, les purées de potiron et de potimarron, les purées de butternut. Et puis, vous pouvez également utiliser ce que j'appellerais des pseudo-gratins. Alors, vous connaissez tous le gratin dauphinois et le gratin savoyard, traditionnel. Pour ceux qui nous occupent, ce ne serait pas possible de les utiliser tels qu'on les fait traditionnellement, c'est-à-dire avec les pommes de terre accrues, puisque l'idée, c'est de faire des couches et ensuite de repasser ce plat au four, je vais dire, pour le réchauffer, pas pour le cuire. Donc, à ce moment-là, on va travailler un petit peu différemment. On coupe ces pommes de terre en tranches de 6-7 mm. On va les cuire, on va carrément les blanchir. On pourrait tout aussi bien cuire les pommes de terre entières en pot, les éplucher et les couper en tranches après. L'idée, c'est que la pomme de terre soit cuite. Et puis, au lieu d'utiliser de la crème fraîche pure et crue, on va tout simplement faire une bonne béchamel bien crémée, sel, poivre, noix de muscade. Et on va utiliser donc ce mélange de crème liée, donc de béchamel, avec les pommes de terre cuites pour faire une couche de légumes. Alors maintenant, je vais vous donner quelques idées de la manière dont on peut décliner ces purées de pommes de terre ou ces purées de légumes. Alors, dans la purée de pommes de terre, vous avez une recette qui vous parle peut-être et qui est la fameuse purée de pommes de terre façon Joël Robuchon. Alors, je vais vous expliquer comment Joël Robuchon, qui est un cuisinier, je dirais, extraordinaire, qui a quand même eu plusieurs restaurants et qui en a d'ailleurs toujours, il a plein qui ont d'étoiles. 3 étoiles. Comment dis-tu? Il a eu plein d'étoiles, je disais. Oh, il a eu plein d'étoiles, il n'a pas eu qu'un seul établissement, il en a eu plusieurs. Je pense qu'il a cumulé à un moment donné, je pense, une 15aine d'étoiles au total. C'est un petit peu moins que notre ami qui habite à Monaco, mais enfin, il a quand même eu pas mal d'étoiles, avec des restaurants au Japon et partout. Alors, comment faisait Joël Robuchon pour préparer sa fameuse purée de pommes de terre? D'abord, il prenait des pommes de terre à chair ferme et qui ont du goût. Alors que traditionnellement, pour une purée de pommes de terre, on prend des pommes de terre, disons tendres, des pommes de terre farineuses. Il les épluchait bien sûr, il les coupait en morceaux et il les cuisait dans du lait.
pour leur garder, disons, une belle couleur bien blanche, le plus clair possible, mais également pour leur donner du goût. Et puis, ils jetaient le lait. Bon, moi, je dirais, le lait, on peut très bien le récupérer et s'en servir comme base pour un potage, mais là, c'est mon côté un petit peu économe qui parle. Alors, une fois que les pommes de terre étaient cuites donc dans le lait, il les faisait sécher un tout petit peu sur le feu pour enlever l'humidité qui pouvait rester. Il les écrasait, donc il les passait au pilon, et puis il rajoutait dedans du beurre frais, du beurre cru bien entendu, jusqu'à ce qu'elles aient la consistance adéquate. Alors autant vous dire que c'est de la purée qui est excellente, mais par contre il vaut mieux ne pas compter les calories qu'elles contiennent parce que... Le cholestérol doit se réjouir là-dedans. Hein. Là, le cholestérol doit se réjouir. Hein. Alors, donc, on peut très bien faire, mais c'est bon, on me l'a déjà reconnaître. On me l'a déjà préparé. Ouais. Je dois dire il faut reconnaître que c'est bon. C'est équilibré, hein. C'est équilibré, oui. Alors, c'est moitié de beurre, moitié de patates. C'est à peu près ça. Alors, on oublie un petit peu qu'une pomme de terre, une purée de pommes de terre dite nature, même sans faire, disons, la variante de Joël Robuchon qui est très riche en beurre, eh bien, on peut l'améliorer, on peut un petit peu la modifier, bien entendu. Hein. On peut très bien ajouter dans cette purée de pommes de terre de l'ail et du fromage, par exemple. Hein. Alors, on ne met pas l'ail comme ça cru, évidemment. On blanchit l'ail, on le fait revenir. Et on le cisèle le plus finement possible. Et si je mets de la poudre d'ail? Mais ce n'est pas encore vraiment le même résultat. On aura évidemment le goût d'ail, mais on n'aura pas, je dirais, quelque chose de gastronomiquement, disons, abouti. Hein, le mieux, c'est de prendre une ou deux têtes d'ail, de les séparer, de les blanchir, donc bien sûr après les avoir pelés, bien entendu, hein, c'est-à-dire de les cuire d'équivalent de 2, 3, 4 fois à l'eau pour enlever le feu de l'ail finalement. Ah, hein. oui. Et puis après, on les émince, on les fait éventuellement revenir dans un tout petit peu de beurre, on peut ajouter un petit peu de persil haché, et alors on ajoute ce mélange d'ail auquel on pourrait éventuellement mettre d'ailleurs un peu d'échalote. Hein. Donc ail seul, soit ail et persil, soit ail et échalote et persil, et puis éventuellement du fromage râpé. On peut également du simple Emmental? Du fromage de type Emmental, par exemple. Okay. Hein. Alors, si on veut un résultat un tout petit peu plus filant, plus, je dirais, plus, qui fait un peu penser à de la Ligo, finalement. Hein. On peut mettre une tome aussi. Hein. Donc, un fromage qui a tendance à filer naturellement, hein, de la tome d'Auvergne ou des choses comme ça. Hein. On pourrait mettre également du Gouda. Hein. On peut également mettre de la mozzarella. Je veux dire, ce sont des fromages qui ont tendance à fondre un petit peu plus facilement et à filer. Alors, on pourrait aussi ajouter dans une purée de pommes de terre des dés de foie gras, hein, de oie ou de canard. Donc vous voyez qu'on peut déjà comme ça, bien sûr, enfin ça se fait. Oui, ça peut se faire en tout cas dans le cadre du plat que je vais vous expliquer. Mais pas pour les véganes. Ah, pour les véganes, non, mais ici je donne toute une série de variantes. Okay. Hein. Oui. Je donne toute une série de variantes et puis j'expliquerai pour certains types de régimes ce qu'on peut faire et ce qu'on peut utiliser. On peut également ajouter dans une purée de pommes de terre qui est nature à la base des champignons sautés qu'on a simplement concassés. Hein. On peut également ajouter des truffes. On peut également ajouter des morilles. Hein. On peut ajouter des trompettes de la mort. On peut ajouter des cèpes. On peut rajouter tout simplement dans la purée de la duxelle de champignons dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. On peut agrémenter cette purée avec de la moutarde, un petit peu de moutarde, je dirais, traditionnelle et un petit peu de moutarde en grains. Hein. On peut également ajouter à cette purée de pommes de terre des marrons, donc des châtaignes qui ont été blanchies et qu'on a concassées. Hein. On peut ajouter des légumes. Ça doit être bon, ça. Ah oui, tout à fait. On peut ajouter des légumes de toutes sortes. Hein. On peut très bien ajouter dans une purée des dés de carottes, des dés de panais, des dés de céleri rave. On peut ajouter même du réfort si on veut avoir un résultat, je dirais un petit peu relevé, un petit peu piquant. Donc vous voyez qu'on peut vraiment, je dirais dans une purée de pommes de terre qui est tout à fait entre guillemets banale au départ, la personnaliser. Dans toute une série de directions, et je vais vous en donner ici facilement une quinzaine. Oui, mais au niveau des épices, moi j'ai toujours vu ma mère mettre de la noix de muscade. Est-ce qu'il y a moyen de mettre autre chose? Alors, bien sûr, parce qu'ici j'ai mis sur mon petit papier, comme j'ai préparé notre émission, hein, si vous mettez par exemple des dés de carottes dans votre purée de pommes de terre, vous pouvez très bien mettre du cumin, qui est l'épice par excellence de la carotte. Oui. Hein, donc ça, c'est un exemple. Si vous mettez par exemple des lanières de choux blanchis dans votre purée de pommes de terre, vous pouvez très bien ajouter de l'ail, puisque l'ail et le chou vont très bien ensemble. Hein, donc vous voyez qu'il y a moyen comme ça de personnaliser un petit peu en imaginant. On pourrait même très bien mettre une purée dans laquelle on ajouterait des morceaux de fenouil, hein, et on met des graines de fenouil par exemple également. Mmh. Alors ça c'était uniquement pour les pommes de terre. Maintenant la purée de céleri rave,
Je rappelle un petit peu comment on peut faire. On peut faire soit une purée qui soit 100% pure céleri rave, mais alors elle est un petit peu costaude. Et alors elle n'a pas un résultat toujours très lié, très soyeux. Donc, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? Pour beaucoup de purées, on utilise malgré tout 1/3 de pommes de terre et 2/3 du légume qui donne la dédomination. Alors, une purée de céleri rave comme ça avec de la pomme de terre, je l'ai mangée dans un restaurant qui un jour a eu, il y a longtemps, 3 étoiles. On avait légèrement moutardé cette purée-là et on avait ajouté un petit peu de moutarde en grains dedans. Donc, ça donnait un résultat également tout à fait extraordinaire. C'était bon. Vous aviez de la pomme de terre, vous aviez du céleri rave, vous aviez un peu de moutarde, il n'y en avait pas énormément, hein, mais ça donnait comme ça un cachet tout à fait extraordinaire. Pour vous rappeler, Max, c'est un restaurant où nous sommes un jour allés, où je vous ai invité. Ah, la Vilaine Laura. Voilà, exactement. À Bruxelles, très connu. Exactement. À une époque, ça fut très connu. C'est, disons, un petit peu moins connu. Alors, il y a également la purée de panais, la purée de carottes, bien entendu. Alors, vous pouvez combiner, hein. Le panais, c'est un genre de carotte, disons, un petit peu ancienne, de couleur blanche, et c'est de la même famille que la carotte. Et on peut très bien faire, par exemple, une purée de panais dans laquelle on va ajouter des dés de carotte. Ah oui. Alors, au niveau de la carotte, maintenant, vous faites une purée de carotte. On peut très bien ajouter dans cette purée de l'ail, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui était blanchi et qui était légèrement revenu, plus de la coriandre fraîche, hein, donc c'est une herbe que beaucoup de gens connaissent, plus de la coriandre moulue, donc en grains, mais moulue. Hein. Vous pouvez très bien faire une purée de carotte dans laquelle vous mettez donc du cumin ou du fenouil. Alors au niveau de la purée de patates douces, hein, qui est quand même un légume, un féculent qui est un petit peu à la mode aussi, vous pouvez mettre des épices exotiques. Vous pouvez mettre du curry. Vous pouvez mettre des épices des îles, dont il existe maintenant toute une série de mélanges. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. La patate douce va très très bien accepter les épices un peu originales. Hein. Oui. Et puis alors, vous avez également la purée de potiron, potimarron, la purée d'artichaut de Jérusalem, la purée de courge, dans laquelle vous pouvez très très bien mettre des petits dés de champignons sautés et de nouveau du fromage. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est au niveau de toutes les purées, je dirais, que j'ai recensées, pour lesquelles je donne quelques explications. Alors maintenant, j'ai donné un petit peu tout. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc vous avez des purées, vous avez des légumes. Comment est-ce qu'on peut combiner toute cette histoire-là? Je vais vous donner ici quelques pistes. Alors, au niveau des viandes, la grande, je dirais, particularité des réveillons de Nouvel An et des repas de Nouvel An, c'est qu'on utilise du gibier. Donc l'idée, c'est de faire cuire du gibier, non pas sous forme de gigue, non pas sous forme de haché, mais plutôt sous forme de lamelles, un petit peu comme si on faisait un gyros. Alors il faut à la fois faire cuire le gibier, vous pouvez prendre aussi bien du cerf, de la biche, du marcassin, du faon. Hein. Il faut également faire une sauce. Alors comment fait-on pour réaliser les deux là? Bon, les sauces gibier, c'est pas compliqué. La grande base, c'est la sauce grand veneur. Hein. Vous allez trouver dans le commerce des fonds de gibier qui sont déjà tout prêts, voire éventuellement même des bases, je dirais, adaptées à la quantité ménagère de sauce, disons, de type sauce gibier. Le mouillement, moi je conseille toujours de faire une réduction, 1/3 porto rouge, 2/3 vin rouge, bien réduire, ajouter son jus de veau ou éventuellement son fond de gibier quand on a la chance d'en avoir, faire réduire, lier, on peut crémer ou ne pas crémer. Hein, et on rectifie l'assaisonnement en ajoutant éventuellement un petit peu de glace de viande. J'ai déjà donné mes conseils à ce sujet-là. Là, vous avez votre sauce gibier. Vous avez fait cuire donc vos lamelles de gibier en les faisant simplement sauter dans un peu de matière grasse. Vous mettez d'un fond de légumes purés de votre choix. Vous mettez votre gibier avec sa sauce et vous terminez toujours impérativement par une purée à base de pommes de terre, si vous avez opté pour une purée de pommes de terre, soit un légume, je dirais, de type patate douce, ou bien éventuellement pommes de terre avec céleri rave, ou pommes de terre avec carottes, ou pommes de terre avec un autre légume. Quelque chose à pouvoir, disons, gratiner facilement au four. Alors, au niveau du gratin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fromager ou ne pas fromager. L'idéal, c'est quand même de mettre un tout petit peu de chapelure et de mettre un tout petit peu de matière grasse pour pouvoir donner une coloration dorée au-dessus du plat. Alors, vous pensez bien que lorsque ce plat-là est réalisé en petites timbales individuelles, vous ne devez pas vous tracasser. Il n'y a pas de repasse, il n'y a pas de, je dirais, de découpe à faire au dernier moment. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous glissez votre plat au four, ou bien vos plats individuels au four, vous réchauffez, vous gratinez, vous servez. Vous n'avez quasiment rien à faire au moment du service.
Alors, si on n'opte pas pour du gibier, pour toutes sortes de raisons, on peut également opter pour du canard. Alors, le canard, sous quelle forme est-ce que je vous conseille de l'utiliser? Eh bien, sous forme de canard confit, tout simplement. On trouve dans le commerce au moment de l'hiver des cuisses de canard confit, que ce soit en conserve, que ce soit sous vide, que ce soit au rayon frais. Alors, c'est pas compliqué, hein. Vous pouvez donc compter une cuisse de canard par personne. Vous devez enlever la peau, hein. Vous efficachez la chair et vous mettez cette chair donc entre vos deux couches de farce choisie. Alors une bonne combinaison que j'ai déjà eu l'occasion de goûter, c'était une combinaison avec une comment dirais-je, une farce de pommes de terre aux truffes. Alors canard confit truffe, ça va génialement ensemble. Et puis vous mettez un lit de champignons en dessous, c'est parfait. Alors quand on dit canard, on peut un petit peu varier tout ça. On peut également ajouter des gésiers confits par exemple. Et on peut également ajouter des dés de foie gras. Donc, si vous mettez une purée avec du foie gras, vous mettez de la truffe et vous mettez des effilochés, un effiloché de canard confit, vous allez avoir un plat extraordinaire. Avec un petit Cahors par-dessus. Ah, un Cahors, pourquoi pas, un vin régional en tout cas du sud-ouest, ce serait pas mal. Petit vin du Périgord. Quelque chose auquel on ne pense pas, c'est que par exemple, si on veut vraiment être original, et j'ai déjà vu ce genre d'association, et moi je l'ai fait pour un concours où nous avions été deuxième avec les élèves, c'est par exemple associer du gibier des escargots. Ah ouais. Mais ici, vous pourriez très bien associer du canard, des gésiers de canard confit et des escargots, pourquoi pas, hein. Les escargots, c'est du gibier aussi, hein. Ah, les escargots, c'est du gibier. Alors, vous pourriez également partir un petit peu sur l'idée d'un hachis Orloff. Alors, j'ai déjà expliqué, me semble-t-il, comment on fait pour faire un rôti de veau Orloff dans un de nos... En deux mots, comment rappelle-moi? Alors, un rôti Orloff, qu'est-ce que c'est? C'est un rôti de veau avec de la duxelle de champignons, du fromage et du jambon. Ok. Alors, vous pouvez très bien faire cuire des lamelles de veau, utiliser des purées de pommes de terre dans lesquelles vous avez mis de la duxelle de champignons, et vous réalisez de nouveau comme ça un plat un petit peu avec l'idée Orloff, lit de champignons sautés, viande avec un peu de duxelle ou viande avec un petit peu de truffe, purée de pommes de terre, fromagée ou pas. Ça, c'est votre choix, mais normalement, on devrait fromager. Alors, quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est que Noël s'y prête un petit peu mieux que le Nouvel An, mais c'est un petit peu la fête du boudin, hein, puisque en Belgique, jadis, à Noël, en Belgique en tout cas, à la Noël, on tuait le cochon, on réalisait des boudins, et le boudin était véritablement un plat de Noël, hein. On en a parlé l'an dernier, justement. On en a parlé l'an dernier. Oui. Alors, vous pourriez très bien utiliser du boudin noir, du boudin blanc, soit en petits boudins individuels que vous allez sauter rapidement et qui vont servir à faire votre couche de viande, soit éventuellement, tout simplement, le boudin traditionnel que vous allez ouvrir, hein, vous n'allez pas le garder donc dans son boyau, vous allez l'ouvrir et vous allez, grâce à cette chair de boudin, refaire une couche qui sera votre couche de viande. Et à ce moment-là, ce qui pourrait être un plat assez intéressant pour des enfants, c'est que vous mettez dans le fond une compote, hein, la moins sucrée possible. Compote de vous pommes. Vous mettez votre pomme, bien sûr, mais on pourrait faire une compote pomme et abricot, par exemple. Oui. Et si c'était du boudin noir, vous pourriez même très bien faire une compote dans laquelle vous mettez des érelles, hein. Ah. Il y a vraiment pas de problème. Vous mettez vos couches de boudin noir et ensuite vous remettez de nouveau une purée de pommes de terre au-dessus. Pour un plat pour les enfants, ce serait génial. Alors, si on veut utiliser du bœuf, on peut très bien travailler de la même manière et on utilise des épices de type épices mexicaines ou épices argentines pour faire sauter ces lamelles de bœuf. Vous tomatez très légèrement votre bœuf pour avoir une sauce, je dirais, qui rappelle un petit peu le bœuf avec préparation de type Tex-Mex. Vous mettez avec ça, par exemple, une purée de patates douces aux épices et vous mettez des légumes sautés en dessous avec du maïs qui va rappeler, je dirais, un petit peu les plats d'origine sud-américaine. Donc vous avez voilà toute une série de combinaisons possibles et imaginables. Maintenant, vous allez me dire, et pour les gens qui ne mangent pas de viande, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a déjà ceux qui peuvent éventuellement manger du poisson. À ce moment-là, vous pouvez très bien, comme légume, faire un lit de scarole braisé. Et puis après ça, vous mettez la couche de poisson de votre choix, légèrement crémée, avec un petit peu de moutarde dans la crème, par exemple. Et puis après, vous mettez, pour terminer le plat, une purée de pommes de terre aux fenouilles. Fenouil va très très bien avec le poisson.
Donc, vous voyez, ça, c'est une combinaison qui pourrait marcher si vous ne souhaitez pas servir de la viande. Je pourrais mettre du Maintenant, crabe. vous allez me dire, comment? Je pourrais mettre du crabe. On pourrait très bien mettre du crabe aussi, on pourrait très bien mettre des mélanges de fruits de mer, tout ça est possible. Hein. Oui. Imaginons maintenant que vous n'ayez personne ou que vous ayez envie de cuisiner pour des personnes qui ne mangent pas de viande cette fois-là. Ben, pas de problème. Hein. Vous trouverez au rayon des supermarchés actuellement toute une série de succès d'années de produits qui ne sont pas d'origine animale, mais qui sont des lamelles de pseudo-viande que l'on peut sauter, hein, donc de type corne, etc., et qui vous permettront de faire quasiment toutes les préparations que je viens d'expliquer en remplaçant donc la viande par ces produits-là. Oui. Et alors, si maintenant vous avez, disons, des gens qui ne souhaitent absolument pas ni viande ni substitut de viande sous aucune forme, mais vous avez toujours la possibilité de faire des couches alternées de purées différentes et de légumes, je dirais, sautés différents, donc tels que je viens de les expliquer. On pourrait mettre des haricots pour les protéines. Ben, disons que le haricot, je ne l'ai pas mis parce que le haricot est quand même un produit qui n'est pas tout à fait de saison, mais pourquoi pas, faut dire que maintenant on trouve, je dirais même en plein hiver, des produits qui viennent du bout du monde, donc si on veut vraiment mettre du haricot, on peut le mettre. Hein. Oui, mais alors, pour la décoration, moi, une petite suggestion que j'ai pour Noël, justement, qui m'a été faite un jour par mon cousin Christophe, qui est chef à Biarritz, c'est il utilise du chou romanesco, parce que ça évoque l'arbre de Noël. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu fais cuire le chou, et puis tu enlèves les petites pointes, comme ça, qui sont chacune comme des arbres de Noël. Tu peux planter sur ta cassolette. Et ça te fait en plus du chou, quoi. Le chou, c'est bon, quoi. On appelle ça aussi du brocoli, je ne sais plus quoi. Enfin, ça s'apparente au brocoli. C'est une variété italienne de chou. C'est une variété, mais c'est, disons, à la limite entre le brocoli et le chou-fleur, finalement. Hein. Voilà. Et c'est un chou qui est utilisé dans les théories mathématiques qui concernent les fractales. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte que on pouvait le diviser quasiment à l'infini, qu'on avait toujours l'équivalent de ce qu'on vient de diviser. Exactement. Donc, si vous faites un réveillon avec des geeks qui sont intolérants, qui sont végétariens, c'est une très excellente idée, le chou romanesco. Mais donc, dis-moi, j'avais une question. Dans le beurre, est-ce qu'il y a du lactose? Alors, est-ce qu'il y a du lactose dans le beurre? Le lactose, en principe, il y a des résidus de lactose dans le beurre, oui. Donc, mais il n'y en a pas énormément, mais si on a vraiment une intolérance, je dirais, très 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 forte au lactose, il vaut mieux ne pas consommer ni beurre ni crème. Mais dis-moi alors, la purée façon Royal Jobuchon, là, est-ce qu'elle peut se faire avec de la margarine à la place du beurre? On peut très bien mettre une margarine d'origine 100% végétale, oui. Okay. Il faut faire attention. Dans beaucoup de margarines, il y a une base de petit lait. Ah. Donc, disons qu'il faut vraiment à ce moment-là prendre une margarine 100% végétale à l'exclusion de toute protéine ou toute matière grasse d'origine animale, oui. Et ça marcherait avec de l'huile d'olive, par exemple? Tout à fait, il existe des purées à l'huile d'olive, bien sûr. Et ça donne quoi, ça? Ben, ça donne que c'est quand même un petit peu costaud, surtout si l'huile d'olive est costaud au départ. Hein. Ouais. Quelle serait l'huile qu'il faudrait prendre alors? Ben, à ce moment-là, on peut très bien, moi je conseille de faire autrement. Hein. Au lieu d'utiliser de l'huile, je conseille de mettre la purée au point avec du lait de soja, de la crème de soja, voire éventuellement de la crème de coco. Hein. Ah oui, de la crème de coco, c'est bon ça. Oh, c'est comme le riz parfumé au coco. C'est mon préféré quand je vais au restaurant thaï. Hey, j'ai jamais pensé à faire la purée avec ça, tiens. Mais c'est pour ça que je suis là, pour le rappeler. Hein. Merci. Mais c'est quasiment un livre que tu viens de nous donner, là, ce soir. Ben, ici, je vais dire que si on utilisait toutes les combinaisons que je viens d'expliquer, on peut réaliser plusieurs variantes, je dirais 100 ou 150 variantes du même plat. Hein. Non, Guy est capable de vous anoblir même une boîte de ravioli s'il fallait. Là, il vient de nous donner les variantes pour anoblir un hachis parmentier. Effectivement, avec des brisures de canard confit. Ça me donne même envie d'essayer. Avec de la truffe, avec des cèpes, avec tout ce qu'on veut. Avec des dés de foie gras. Oui, c'est une façon de recycler le foie gras qu'on n'a pas mangé à l'entrée. Par exemple, oui. Ou recycler à Nouvel An le foie gras qu'on n'a pas mangé à Noël. Maintenant, je ne conseille quand même pas de mettre les restes de pâté de canard orange, non. Ça, je n'ai pas parlé de ça quand même. Non, ok. Et donc, c'était ça ta suggestion pour la grosse pièce? C'était ça ma suggestion pour la grosse pièce, parce que ça va vous changer de l'éternel gigue de cerf grand veneur, avec les pommes aux érelles, avec le gratin dauphinois, avec le chicon braisé, la dinde au marron, etc.
Non, mais tu as raison, parce que souvent, à Noël, on fait l'erreur de prévoir une grosse pièce qui déjà nourrira tout le monde. Alors, on oublie qu'il y a eu les apéritifs, on oublie qu'il y a eu l'entrée. Parfois, il y a plusieurs entrées. Et puis après, quand on arrive à la grosse pièce, on n'a déjà plus faim. Et on a déjà envie d'aller dormir ou de passer au dessert. Mais donc, alors que là, on a un plat qui, si on en fait quoi, on prend des... Bon, moi, je prendrais des cassolettes en terre cuite ou en porcelaine à feu qui vont au four et de faire à chacun sa petite cassolette, je vais dire, qu'il n'y a plus qu'à repasser au four et qu'on sert sur une assiette plate avec une petite dentelle. Ça se mange avec une cuillère et une fourchette, évidemment, ici. Hein. Il n'y a plus besoin de prendre des couteaux, de commencer à couper. Cuillère entre mets, fourchette entre mets, et on mange sa grosse pièce tout à son aise, bien gentiment, voilà. Tout simplement. Et ça n'a pas l'air de coûter cher, en plus, si on prend des... Si on est raisonnable au niveau des produits, bon, que ce soit les légumes qu'on transforme en purée, ou bien que ce soit les viandes ici, la variété la plus coûteuse, finalement, c'est celle où on mettrait de la truffe, on mettrait du foie gras, ou on mettrait éventuellement du gibier. Mais si on se contente de mettre, par exemple, de la cuisse de canard confite, ce n'est quand même pas hors de prix. Hein. Oui. Mais alors, on peut très bien... Alors oui, je dois quand même faire une petite remarque au niveau de la cuisse de canard confite, parce que j'en ai mangé à 2 ou 3 reprises. Il faut être très prudent au niveau du sel. Oui. Donc, lorsqu'on réalise les purées ou les légumes d'accompagnement de cette variante-là, on doit être très léger en sel au départ dans les accompagnements, parce que la cuisse de canard confite elle-même, elle rend du sel après. Oh. Elle n'a pas l'air salée comme ça quand on la réchauffe toute seule, par exemple, sous le grill et qu'on mange des pommes sautées avec. Mais quand on la traite comme ceci en purée avec un effiloché, elle a tendance à ressaler le restant des produits. C'est une petite remarque. Pourquoi ? Parce que les cuisses de canard, elles ont été d'abord saumurées avant d'être confites. Alors, on remarque ça, je vais vous donner un exemple. Hein. Lorsqu'on réalise une omelette au jambon d'Ardenne, par exemple, oui. Il ne faut jamais saler les œufs. Oui. Parce que si on sale les œufs, l'omelette est immangeable. Parce qu'un produit qui a été saumuré et qui est recuit restitue le sel. Saumuré, tu veux dire trempé dans de la saumure ou dans du saumure ? Trempé dans de la saumure, carrément. Donc les jambons, ils sont saumurés. Voilà. La cuisse de canard, elle est saumurée. Et le sel ressort au réchauffage. Donc il faut vraiment être très prudent et faire des purées qui soient très très légères en sel. Sinon, vous risquez d'avoir un plat qui est immangeable. Oui, pour les gens qui sont vraiment néophytes et qui nous écoutent, la saumure, c'est de l'eau qui est saturée en sel. C'est ça ? C'est de l'eau qui est saturée en sel et qui sert à saler les viandes en général, les viandes ou les poissons. Voilà. Ok. Rien à voir avec le saumure, qui était mon jeu de mots. Qui est un vin, évidemment, voilà. Bien sûr. Ok. Mais alors, si on veut, on peut même faire des plus petites portions et tu servir ça en entrée chaude. Ah, on pourrait très bien servir ça en entrée chaude, bien entendu. Voilà. Comme on dit, the sky is the limit. Le ciel est notre limite. Monsieur, vous êtes vraiment débordant de créativité. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à nous envoyer les photos, à les partager sur la page Facebook. Et à nous dire éventuellement quelle combinaison vous avez utilisée entre les viandes que je vous ai proposées et les différentes purées et légumes que je vous ai proposés. Voilà. Envoyez-nous ça. Vous pouvez donc envoyer sur la page Facebook, sur l'adresse question@parlercuisine.com. Parlercuisine.com, c'est en un mot. parlercuisine.com. Et puis sur le site, parlercuisine.com, épisode du podcast, vous allez retrouver l'épisode 62. Vous pouvez aller laisser un commentaire là en dessous. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui ? En tout cas, pour le plat principal, c'est tout. Voilà, alors au prochain épisode, à quoi on s'attaque ? Écoutez, j'ai le fromage et les desserts qui sont déjà prêts, donc il n'y a plus qu'à en parler. Les fromages et les desserts. Alors retrouvez-nous pour le prochain épisode pour continuer sur notre lancée fromage et desserts. D'ici là, je vous souhaite une excellente période de fête de fin d'année, quelle que soit celle que vous allez fêter, ou que vous soyez dans le monde. Et puis, si vous voulez nous faire un beau cadeau de Noël et que vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aller nous mettre une petite appréciation sur iTunes. Un 5 étoiles, ça fera plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.